Merci. On se retrouve grâce au FAEA, French American Entrepreneurship Awards, qui depuis de nombreuses années maintenant récompense chaque année un ou une fondatrice de start-up francophone aux États-Unis et qui va avoir lieu à nouveau cette année. L'ouverture des dossiers, c'est pour très, très bientôt. Et on en profite, comme on le fait maintenant depuis plusieurs années, pour inviter quelques entrepreneurs, fondateurs, et qui viennent nous parler de leurs aventures entrepreneuriales aux États-Unis de manière à partager avec vous leur expérience et vous encourager, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à passer à l'action. Si vous êtes concerné par le FAEA, restez, continuez de vous informer sur French Morning. On vous donnera toutes les informations. L'ouverture des dossiers, mais Cyril va me le dire, c'est pour très bientôt, je crois, de dépôt des dossiers. Ouais, ça commence vraiment dans quelques jours là. Donc Dans c'est jours. bon. Voilà. Ouais. Formidable. Donc, ce premier webinaire, on en fera un autre la semaine prochaine, c'est comment réussir sa startup consumer aux États-Unis. On a la chance d'avoir avec nous deux fondateurs de startup consumer qui vont nous raconter comment ça s'est passé pour eux, et Cyril qui lui à la fois est côté investisseur, fonds d'investissement, puisqu'il représente au moins deux fonds d'investissement. Et puis, il est aussi, parce que ça ne suffit pas, dirigeant d'entreprise, puisqu'il est le CEO de Kids Empire, dont il nous dira un peu plus tout à l'heure. Arnaud Place, lui, est le fondateur de Prose, qui fait notamment des shampoings personnalisés sur mesure, si j'ose dire. Il nous dira aussi beaucoup plus. Et puis Sergio Tache, qui est avec Dossier Perfumes, le fondateur d'une entreprise qui fait du parfum de qualité, de haute qualité, à des prix plus abordables que les autres. Il nous expliquera comment ça marche et quel est le concept aussi de son entreprise. Donc on va évidemment prendre autant que possible vos questions. Si vous en avez, il y a un petit bouton en bas de votre écran sur Zoom qui dit Q&A ou Q et R selon le langage que vous avez choisi. Et quand vous nous écrivez là, on pourra lire les questions. On en prendra autant que possible, bien sûr, même si on ne peut pas promettre de les prendre tous. On est ensemble pour 1 heure. Je vais commencer par faire un petit tour d'horizon très vite, comme ça vous allez pouvoir nous dire exactement, je vous ai présenté en à peine une phrase. On va commencer par exemple avec Arnaud pour nous expliquer son parcours entrepreneurial aux États-Unis. Bonjour, merci de Bonjour. m'accueillir aujourd'hui. Mon parcours entrepreneurial a démarré en 2017 lorsqu'on a créé, vous avez dit fondateur, je suis cofondateur, donc j'ai créé Prose avec deux autres associés, Paul et Nicolas. Donc on a créé Prose en 2017. Auparavant, j'avais eu un profil et un background plutôt corporate. J'ai travaillé chez Henkel et chez L'Oréal, donc toujours en consumer à Paris et à New York. Et donc, on a lancé Prose en 2017, qui est devenu, sur les 7 dernières années, leader mondial de la beauté personnalisée. Donc, oui, on fait des shampoings, mais désormais, on fait aussi des produits, des soins de la peau. Et donc, Prose a vocation à devenir une marque de beauté toute catégorie. La spécificité étant que chaque produit est unique et fabriqué à la demande sur la base d'une consultation qui est faite en ligne. Donc, on peut uniquement acheter Prose sur prose.com, site sur lequel vous faites une consultation et à l'issue de cette consultation, on fabrique le produit à la demande. Donc, c'est dans cette aventure qu'on s'est embarqué en 2017 avec un succès aux États-Unis. On a toute notre R&D en France et donc toute la partie go-to-market aux US, puisqu'on est présent uniquement commercialement à ce jour en Amérique du Nord. Merci. Sergio, avec le micro. Le grand classique. Bonjour, je m'appelle Sergio Taquet, ravi d'être avec vous. Pour me présenter, je suis arrivé aux États-Unis en 2008 pour étudier, pour faire un MBA. Et ce qui devait être 2 ans s'est transformé en 17 années. Donc, ça fait un petit temps maintenant que je suis là. Avant d'être entrepreneur, j'ai eu un parcours en corporate aussi où j'étais en banque d'investissement. Et puis, j'ai basculé vers le côté de l'entrepreneuriat vers 2013.
Et Dossier est maintenant ma troisième venture. Et l'idée de Dossier a vraiment commencé à partir d'un simple constat. Euh, on trouvait ça vraiment étonnant que pour se parfumer, pour sentir bon, il fallait dépenser pour avoir un parfum de qualité $150, $200 plus chez Sephora. Et donc, ce que nous voulions faire, c'est tout simplement prendre toutes les qualités des parfums de route de luxe, donc les qualités des ingrédients, la longévité, le savoir-faire français, mais par contre le proposer à un prix beaucoup plus abordable, en étant beaucoup plus efficace sur le packaging, l'endorsement des célébrités, etc., etc. Et vraiment faire du parfum ce que le parfum doit être, c'est-à-dire le liquide à l'intérieur de la bouteille et pas tout le fluff qu'il y a autour. Donc nous avons lancé Dossier en 2019 en ligne, aux US seulement. Et puis, nous nous sommes étendus au Mexique, au Canada, en Australie, au UK, et maintenant en Europe continentale aussi. Et également aux États-Unis, nous avons commencé notre partenariat avec Walmart en 2022. Et nous sommes désormais dans tous les points de vente de Walmart, donc avec 4000 portes chez Walmart. Merci Sergio et toutes mes excuses pour avoir écorché ton nom tout à Il l'heure. n'y a aucun problème. Je le savais en plus. Voilà. Cyril, je vais dire que ton prénom. Ouais, Cyril Bessières, il y avait moins de risques pourtant. Il y a un peu moins de risque. Ouais. Et alors, moi, j'ai une expérience assez ancienne, un lien assez ancien avec les États-Unis, entre guillemets, entre la France et les États-Unis, parce que je n'ai bossé en France que pour des boîtes américaines, notamment des stages de fin d'études chez Procter Gamble, chez PricewaterhouseCoopers. Une longue expérience au début de ma carrière, pendant à peu près 6 ans au BCG, en conseil en strat. Et ensuite, je suis venu aux États-Unis. Et alors, mon expérience est assez différente d'Arnaud et de Sergio, parce que j'ai pas été entrepreneur, mais j'ai lancé une marque française, en l'occurrence Palais d'été, une marque food and beverage aux États-Unis. Donc j'ai aussi l'expérience de prendre une marque qui existe déjà en Europe et de la lancer aux US. Et depuis 2018, je suis plutôt côté investisseur. Donc j'ai notamment rejoint Otium, qui est un gros family office, donc sur lequel je suis partenaire aux États-Unis, sur des investissements essentiellement consumer. J'ai lancé aussi mon propre fonds en 2019 avec des copartners. Le fonds s'appelle Autopia, c'est un fonds consumer également, qui pour le coup, celui-là, regarde plutôt l'Europe que les US. Et là, de manière beaucoup plus récente, depuis un an, je suis repassé opérationnel et je suis passé CEO d'une boîte assez grosse, hein. On a à peu près 100 parcs de loisirs pour les enfants, qui s'appelle Kids Empire, et qui est une boîte qui est backée par Otium. Donc moi, mon prisme, c'est plutôt l'investissement et qu'est-ce que ça veut dire aussi de lancer des marques françaises ou européennes aux États-Unis. Super, merci beaucoup à tous les trois. On a découpé cette session un peu en trois thèmes où on va d'abord parler de trouver son marché, adapter son produit éventuellement pour ceux que ça concerne. On va parler ensuite stratégie de distribution et acquisition client, puis enfin financement et scalabilité, si jamais c'est un mot en français. Je vous encourage hein, à poser des questions. Certains d'entre vous ont commencé déjà à le faire je vois que d'autres lèvent la main. Le mieux, la manière la plus efficace de le faire, c'est de poser une question en Q&A. Comme ça, on les prendra au fur et à mesure de notre conversation ou à la fin pour ceux qu'on n'aura pas pu adresser avant. Ça sera le plus efficace. Euh, pour ce qui est du marché américain, tous les deux, hein, Sergio et Arnaud, vous avez commencé vos aventures entrepreneuriales directement aux États-Unis. Vous n'êtes pas d'abord commencé en France, etc. Est-ce qu'il y avait une raison particulière à ça? Puisque dans vos deux cas, vous avez quand même un pied encore au minimum en Europe et un autre aux États-Unis, puisque dans vos deux cas, si je me souviens bien, vous avez toute une part importante, voire essentielle du support qui est en France. Arnaud. Alors, il y a plein de raisons pour lesquelles on a lancé aux États-Unis. Il y a les raisons, je dirais, qui sont habituelles, à savoir la taille du marché, l'appétit pour l'innovation, etc., qui fait que le marché américain est le marché intégré qui est le plus gros d'un point de vue adressable. Au-delà de ça, pour nous, plus spécifiquement,
il y avait d'autres logiques. On a des logiques d'entraînement de nos algorithmes, puisqu'on fabrique des produits personnalisés. On avait un intérêt à le faire aux États-Unis dans le sens où c'est probablement l'une des populations les plus diversifiées. Et en entraînant nos algorithmes aux États-Unis, on aurait des algorithmes qui ne seraient pas biaisés et qui nous permettraient dans un second temps d'adresser l'Asie, d'adresser l'Europe, éventuellement le Moyen-Orient. Donc il y avait aussi cette problématique, en tout cas cette opportunité-là. Et au final, c'était aussi parce que notre go-to-market est en D2C, le marché qui était le plus mature à l'époque sur du direct-to-consumer, qui était encore très émergent, on va dire, sur l'Europe. Donc pour nous, la liste des raisons pour venir aux États-Unis était très longue. Je dirais que la seule raison pour ne pas y aller, elle était peut-être culturelle, c'est-à-dire que j'avais jamais fait de marketing opérationnel aux États-Unis, uniquement du corporate development. Et donc, il fallait très rapidement s'adapter à ça. La chance, c'est que dans la beauté, la French Touch est quelque chose qui fonctionne bien. Donc, quand bien même vous adaptez pas énormément culturellement votre marketing, le côté français est quelque chose qui est plutôt bien vu, ce qui n'est pas forcément le cas sur toutes les verticales consumer. Mais en tout cas, dans la beauté, ça fonctionne. Donc, ça n'a pas été un obstacle pour nous. Alors Sergio, dans le parfum aussi, ça fonctionne en principe. Bah, c'est exactement ça. Enfin, vraiment, Arnaud m'a enlevé les mots de la bouche. J'ai commencé ici, mais moi, c'est plutôt pour des raisons personnelles, vu que j'étais déjà ici depuis une dizaine d'années. Donc, c'est devenu mon second domicile, enfin mon premier domicile même. Et bah, toutes les raisons que Arnaud a mentionnées, je les rejoins entièrement. Il y a un marché qui est énorme, il y a une langue, un système postal, ce qui quand même pour une boîte DTC est un avantage énorme. Il y a une culture relativement unique, même si évidemment il y a des différences entre le sud et le nord-est, par exemple, évidemment, c'est sûr, mais ça reste quand même beaucoup plus monolithique que ce qu'on pourrait voir en Europe. Donc pour toutes ces raisons, ça avait beaucoup de sens pour moi de commencer ici. Ça c'est certain. Maintenant, tout comme Arnaud, il y a, surtout en parfumerie, évidemment, il y a le savoir-faire français qui vend et qui est vrai et qui est vendeur. Donc pour moi, c'était évident que nos parfums allaient être créés et craftés à Grasse. Donc, comme tout Français le sait, dans le sud de la France où la parfumerie est vraiment née. Et également, enfin, je suis né en Roumanie et j'ai grandi en Belgique. Nous avons une partie importante de l'équipe qui se trouve en Roumanie. Et ça, pour des raisons d'efficacité, mais également pour des raisons de talent. Donc, nous sommes à une petite centaine et nous sommes une petite soixantaine en Roumanie et donc à peu près 35-40 ici aux États-Unis. D'accord. Mais la fabrication est en France. La fabrication est en France. Enfin, surtout la création du jus est en France. Maintenant, là, on le remplit et en France et aux États-Unis, bon, sans rentrer dans les détails logistiques. Mais la partie essentielle du produit, qui est quand même le jus, est fait uniquement à Grasse, absolument. Et le savoir-faire, vraiment, ouais, il y a des milliers et des milliers de boîtes de parfums. Tout le monde ne fabrique pas en France. Et franchement, enfin, ça se ressent. Et il y a un savoir-faire de centaines d'années qui est quand même difficile à apprendre sur le tas. Donc, pour moi, c'était une évidence. Cyril, alors en tant que investisseur, peut-être d'abord, évidemment la question peut-être un peu plus typique pour beaucoup des gens qui nous écoutent, contrairement au cas de Sergio et d'Arnaud, c'est qu'on a commencé éventuellement aux États-Unis, en France, et puis pour des raisons en général, effectivement, de marché, notamment quand on est en B2C, on vient aux États-Unis parce que c'est là où on peut grossir le plus vite. Toi, c'est un modèle, le modèle d'avoir une partie du support staff, du dev, etc., comme c'est le cas aussi d'Arnaud, je crois, en Europe, ça reste un modèle le plus courant de ce que tu vois et que tu recommanderais, par exemple? Alors, disons que je trouve que si je devais catégoriser les différentes possibilités, l'autoroute la plus logique,
après plusieurs années d'expérience, me semble être quand même, si on veut se lancer sur le marché américain, de venir sur le marché américain tout de suite, créer sa boîte. Pour plein de raisons. Pour des raisons, on peut les détailler après, mais pour des raisons surtout culturelles et de compréhension de son marché, l'autoroute, c'est quand même de venir aux États-Unis. C'est un peu comme si une boîte sud-africaine voulait se lancer en France. Elle connaît pas les codes, elle connaît pas le marché, et au final, il y a un risque de passer beaucoup de temps à comprendre le marché. Une fois qu'on s'est dit ça, si on est un founder français qui a déjà créé sa boîte en France, tout est possible. Et c'est vrai qu'il y a des vraies raisons d'utiliser une partie du savoir-faire français sur la production, parfois même sur des contenus tech. Mais de toute façon, il va falloir venir aux US le plus vite possible. Ça veut dire au moins le fondateur, un des fondateurs ou le fondateur doit venir ici, comprendre le marché, se prendre entre guillemets des tôles lui-même, ne surtout pas passer, enfin en tout cas très vite passer en direct plutôt que par des agents ou par des distributeurs pour avoir la feedback loop en direct. Sinon, vous êtes complètement dilué sur les messages. On va vous dire c'est un problème de prix, on va vous dire c'est un problème de packaging. En fait, vous saurez jamais parce que c'est vous qui devez savoir à la fin. Donc voilà, je trouve que une fois qu'on a créé sa boîte en France, qui est pas nécessairement la meilleure option si on veut se mettre toutes les chances de son côté, il faut vraiment mettre tout de suite l'effort de venir aux États-Unis soi-même, de créer une équipe US le plus possible. C'est quand même les Américains qui doivent vendre aux Américains à la fin. Et c'est comme ça que je vois le plus de choses. Je vois beaucoup plus de succès au final de boîtes françaises qui se sont lancés en envoyant le fondateur ou une équipe dirigeante passer 3, 4, 5 ans pour vraiment faire l'amorçage, quitte ensuite à avoir une équipe US avec un GM US et le fondateur qui repart en France. Mais il faut vraiment mettre les efforts sur place pour comprendre le marché américain. J'apporterai peut-être Ouais. une nuance ou un complément d'information de ma propre expérience. Je dissocierai la partie go-to-market de la partie conception et éventuellement manufacturing du produit. Je pense que sur la partie go-to-market, je te rejoins complètement. Il faut être sur place, d'autant plus aujourd'hui avec le rôle des influenceurs, des communautés, etc. Si t'es pas local et avec des locaux, c'est très compliqué de percer. En revanche, sur la partie conception de produits, sur certaines verticales, je pense qu'il y a en Europe et en France en particulier, sur du food, sur du fashion, sur de la beauté, un savoir-faire qu'on ne retrouve pas ici. Je pense qu'on aurait eu beaucoup de mal à avoir ce niveau d'exigence ici. Je pense que la France et l'Europe sont des marchés très compliqués où on se bat pour de la part de marché parce que le marché est petit qui fait que ça a poussé historiquement le pays à aller vers des produits extrêmement sophistiqués, ce qui nous a permis de gagner des parts de marché au niveau mondial. Aux États-Unis, tu peux faire fortune avec un produit très moyen. Il suffit de prendre une voiture américaine pour s'en apercevoir. Euh, donc, je pense qu'ici, il y a une tolérance à l'à peu près sur la conception du produit qui est assez culturelle, alors qu'en France, il y a une exigence, il y a un savoir-faire unique, et je trouve que avoir la conception du produit en France et le go-to-market aux États-Unis. Alors, je prêche un peu pour ce qu'on a fait, mais je pense qu'il y a un intérêt sur ce modèle-là. Et si tu prends même L'Oréal, une entreprise dans laquelle j'ai travaillé, ils ont 80% de leur R&D se fait à Saint-Ouen, hein. Et pourtant, peut-être 10 à 15% de leur chiffre d'affaires se fait en France. Donc, c'est des choses, pareil pour LVMH, plein de trucs dans le food, etc. Donc, je pense qu'il y a quand même un savoir-faire extraordinaire en France qui mérite d'avoir une partie des équipes localement. Et puis d'ailleurs, juste pour compléter sur ce que tu viens de dire, ce que je vois beaucoup dans des marques consumer qui se lancent ici avec un ADN français ou européen, c'est ce que tu as fait toi aussi d'ailleurs, hein, Sergio, sur le dossier. C'est toute la partie marketing, voire tech, qui reste en Europe parce qu'il y a un accès. Alors d'abord, c'est des talents qui coûtent souvent moins cher, mais il y a même un accès en termes de pool qui est moins compétitif que ce qu'on peut avoir aux US. Donc là, il y a aussi une vraie vertu à avoir un pied en Europe ou en France sur cette partie-là. Et d'ailleurs, C'est vrai. si tu fais le parallèle avec la tech, qui est le deuxième webinaire que vous allez avoir, là, c'est encore plus vrai. Beaucoup de boîtes tech françaises gardent leur tech en France et ont vraiment le go-to-market aux États-Unis. Oui. Il faut vraiment prendre le meilleur des deux continents. Effectivement, quand on parle de la tech, quand on parle du savoir-faire artisan français et européen en général, ben, il faut prendre le meilleur des deux côtés. Donc effectivement, ça a complètement du sens de garder les forces du vieux continent, mais par contre d'attaquer l'Amérique en étant sur place. Et ça, enfin, Cyril l'a mentionné, je pense qu'on en a touché un mot aussi. Je n'ai jamais vu une réussite d'une boîte étrangère
qui n'a pas envoyé le fondateur ici. Je- Ça me paraît très difficilement concevable ou au grand minimum avoir un vrai partenaire local qui sait ce qu'il fait. Euh, Par contre, j'ai vu beaucoup de cas où, enfin, c'est comme tout. Quand on fait quelque chose, il faut le faire à fond. J'ai vu beaucoup de cas où le fondateur ou l'équipe passait une semaine tous les 2 mois ici en espérant que ça se passe bien. Ça ne marche pas. J'ai du mal à l'expliquer pourquoi, mais parce que enfin, moi je suis implémenté ici, donc c'est peut-être plus difficile pour moi de sauter la tête de l'eau, mais ça ne marche pas. Il faut faire ce sacrifice et le sacrifice en vaut la peine parce que la taille de marché est là. Effectivement, si on a un produit de qualité, on peut vraiment avoir du grand succès. Mais voilà, s'il y a une recommandation enfin, s'il y a un truc à retenir de ça, c'est que si jamais on est français et qu'on veut réussir aux États-Unis, l'étape obligatoire est de passer des années ici. Ça, Il y a voilà. plein de raisons à ça, Emmanuel, si on veut les détailler, mais dans les raisons que j'ai à peu près en vrac, la première quand même, c'est qu'à un moment donné, il faut faire un effort commercial de vente, que ce soit d'aller éventuellement, si tu es en omnicanal, d'aller parler à des clients wholesale ou des grands comptes. Il y a rien il y a rien de mieux qu'un fondateur pour représenter la marque. Donc c'est quand même aussi une des raisons principales. Moi quand j'ai lancé Palais d'été aux États-Unis, ce que j'ai fait pendant 2 ans avant de recruter du monde, c'est d'aller taper à la porte de Nordstrom, Neiman Marcus. Donc c'est quand même ce qu'il faut faire au début. L'autre chose, c'est tout ce qui est vraiment l'acculturation, c'est d'être capable de comprendre le marché américain de l'intérieur, à la fois pour comprendre les clients, le marché, ce qu'ils veulent, mais aussi pour comprendre qui je recrute. Et si vous n'êtes pas du tout acculturé avec le marché américain, vous faites des mauvais recrutements et vous vous en rendez compte de manière très tardive. Il faut vraiment être avec les gens au quotidien pour se rendre compte de la manière dont ils perçoivent les choses. Si on a des problèmes de performance, est-ce que c'est lié à la marque? Est-ce que c'est lié à des choix stratégiques? Est-ce que c'est lié à des personnes? Et tout ça, c'est aussi enfin, ça passe aussi par le fait de connaître bien la culture américaine, d'être implanté. Et ça, c'est assez irremplaçable, hein, le temps qu'on passe, le temps physique qu'on passe sur place. Peut-être il y a aussi une problématique de financement. Je ne connais pas exactement le profil de notre audience aujourd'hui, mais ça a un coût de venir ici, notamment si c'est sur la partie pré-lancement, lancement. Dans un monde aujourd'hui, alors moi j'ai eu la chance, nous on a lancé à un moment où on pouvait lever assez facilement des fonds sur du D2C et du consumer. Aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué. Je pense qu'il peut y avoir des chemins malgré tout. Je suis à 99% d'accord avec vous, même presque à 100%, mais il y a des gens qui techniquement n'auront pas les moyens nécessairement de venir sur place, auront besoin de démontrer une traction. Et je pense que ça vaut le coup peut-être de passer 2 minutes sur malgré tout comment est-ce qu'on peut réussir à amorcer depuis Paris avant de se déplacer. Je pense qu'aujourd'hui, alors dans le D2C, c'est compliqué parce que dans le D2C, tu dois amener du trafic à ton site, donc nécessairement, tu as un enjeu de awareness qui nécessite, ou en tout cas qui est facilité quand tu es sur place. Je pense que quand tu es dans du wholesale, mais tu connais mieux le sujet, Cyril, que moi, j'ai l'impression que malgré tout, tu bénéficies du trafic créé par un retailer. Donc, si tu te références sur Amazon, par exemple, ou si tu te références chez Target et Walmart, oui, tu auras les rendez-vous annuels avec eux. Néanmoins, tu n'as pas besoin d'être dans le magasin au quotidien pour aller Non. vendre tes produits parce que c'est leur job à eux, quoi. Donc, je pense que malgré tout, alors dans le D2C, ça me semble challenging de l'opérer depuis Paris. Je pense que dans le wholesale, et notamment avec Amazon, parce que aller chez Target, c'est quand même Mm. pas un petit sujet, c'est des choses très Mm. compliquées. Ouvrir Amazon via la marketplace, ça se fait Mm. entre guillemets en quelques clics. Ça peut Mm. être un moyen de tester le marché, de créer un Mm. revenue stream, et de financer quelque part ton arrivée sur place. Mais il faut garder en tête que pour scaler, il faudra être sur place. Il peut y avoir quand même des tactiques d'amorçage. Aujourd'hui, les barrières à l'entrée, ont été quand même bien baissées dans la distribution. Et Mm. ça peut être intéressant pour pas décourager toutes les personnes qui peuvent Alors, nous écouter aujourd'hui. justement, parce que donc, aller chez Target, tu disais, c'est pas simple. Aller chez Walmart non plus. Mais Sergio l'a fait. Donc, comment tu peux nous raconter justement comment ça s'est fait de manière. Est-ce que c'est très classique comme la grande distribution française? Est-ce que vous avez eu d'autres portes d'entrée? Comment ça s'est fait très concrètement? Nous, notre billet a toujours été le online, le DTC. Ça a été mon approche depuis le début de ma carrière entrepreneuriale. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé. C'est comme ça qu'on a commencé à créer notre marque. Et c'est comme ça qu'on s'est fait repérer justement par Walmart. Et donc, on a commencé à discuter. On a fait une opération temporaire pour la Saint-Valentin qui a très bien marché. Et puis, ils nous ont pris dans leur magasin. Mais je voudrais quand même apporter un bémol à ça parce que
enfin, à ce qui s'est dit, il faut, alors certes, Walmart nous donne ses rayons et nous aide dans la distribution, mais il faut la création de marque et le développement de la marque, c'est la marque qui doit s'en occuper. Et si on compte sur Walmart ou sur Target pour développer la marque, ça va pas bien se passer. Et je l'ai vu parce qu'on a commencé en même temps que cinq autres boîtes, dont deux ou trois d'autres étaient bien plus petites que nous à l'époque et qui venaient de commencer. Et ça s'est pas bien passé parce que c'était trop tôt. Ils n'avaient pas pu avoir cet engouement de marque que nous avions eu parce qu'on a travaillé depuis des années. Et donc c'est pas aussi simple que d'aller chez de toquer à la porte, même si on a un super produit. Il faut quand même travailler la marque. Et à un moment, pour travailler la marque aux États-Unis, bah, il faut avoir sa garde rapprochée senior ici sur place. Alors, effectivement, tu as entièrement raison. Il y a des tactiques que tu peux faire pour tester le marché. Ça c'est sûr. Mais si jamais le but est de faire de la grande distribution, oui, il faut être sur place. Et juste pour donner une idée de la grande distribution États-Unis versus Europe, bah, Walmart c'est 4000 portes, Target c'est 2000 portes, CVS c'est 12 000 portes, Walgreens je sais plus combien, mais c'est en milliers et milliers. Donc il y a une taille qui est absolument énorme. Carrefour, je sais pas combien de portes c'est en Europe, mais juste pour donner une idée de la taille. Ouais, il y a un volume potentiel qui est dingue, mais il faut quand même travailler la marque parce qu'on est en concurrence sur les rayons avec beaucoup d'autres produits. Et donc c'est pour ça on parle de l'équipe en Roumanie, mais la garde rapprochée, donc l'équipe senior, est ici aux États-Unis. Le point commun entre Arnaud et Sergio et entre vos deux entreprises, c'est quand même d'avoir et d'être venu apporter de la disruption dans des industries quand même assez matures, voire très Mm. matures. Est-ce que de votre point de vue, alors peut-être on peut commencer par le shampoing, mais est-ce que ça aurait été possible de la même manière en France, dans la mesure aussi où les géants du secteur y occupent une place considérable, pas seulement dans les rayons des magasins, mais aussi j'allais dire, dans la culture. Est-ce que du coup, ce type de disruption, voilà, et à ton avis, tu aurais pu faire la même chose en Europe? Euh, Oui, Peut-être. Bon, il y a toujours le sujet régulation, hein, bien sûr. même si au final aujourd'hui on a réussi à adapter notre modèle pour être en phase avec les régulations européennes. Je pense que au moment du lancement, bénéficier de la quasi-absence de régulation sur les produits cosmétiques aux États-Unis, parce que c'est pas FDA regulated, donc il y a beaucoup de recommandations, mais il n'y a pas d'obligation, enfin il y a peu d'obligations, je dirais, comparativement à l'Europe. Donc je dirais que cet aspect un peu Far West au début, forcément quand on démarre, on l'apprécie. Sinon on aurait pu se perdre dans des considérations réglementaires en Europe qui nous auraient fait perdre beaucoup de temps. Et après, je crois qu'il y a une anecdote qui est relativement, qui illustre bien ce que je pense, c'est que le taux de succès quand tu crées une petite entreprise ou quand tu crées une entreprise avec une grosse ambition, il est à peu près le même. Je pense qu'on aurait eu à peu près les mêmes problématiques à faire quelque chose de petit en France qu'on a eu à faire quelque chose de gros aux États-Unis. Donc après, c'est tout est une question d'ambition, mais du coup, face à cette équation, on se dit que quitte à se prendre la tête et à passer des nuits blanches, autant le faire pour avoir un impact significatif sur l'industrie. Donc c'est pour ça que le marché américain est de ce point de vue-là extraordinaire. Ah, Sergio? de mon côté, la réglementation, ouais, on connaît ça bien, vu la nature de nos produits. Donc, on a deux collections, nos impressions et nos originals. On a commencé avec nos impressions et le nom dit bien, parce que ce sont des parfums qui sont inspirés par, slash des copies des parfums de luxe. En termes de communication, le monde anglo-saxon et le monde européen sont complètement différents. Ça, c'est une certitude. Donc, oui, pour nous spécifiquement, c'est clair que ça aurait été beaucoup plus compliqué d'un point de vue réglementation à faire ce qu'on a fait en Europe, surtout en Europe continentale, versus ce qu'on a fait ici aux États-Unis où la communication est beaucoup plus libre. Si vous allez sur dossier.co, vous verrez un parfum XYZ inspiré par Chanel numéro 5. Donc c'est très clair. Et ça, c'est autorisé. Donc ça aurait été beaucoup plus compliqué. Mais je pense qu'au-delà de ça, au-delà des spécificités liées à dossier et à ce qu'on fait,
ça aurait été également très compliqué pour une raison de fragmentation de marché. Bah, ce sont des exemples tout bêtes qu'à mon avis tout entrepreneur européen connaît. C'est des marchés différents, avec des langues différentes, avec parfois des réglementations différentes, des spécificités différentes. Livrer des produits, c'est pas si simple, tandis qu'ici tout peut se faire en tout des shipping de manière très rapide. Donc, de nouveau, j'en reviens au même point qu'un an mentionné au début. Il y a une profondeur de marché qui est absolument qui est énorme. Et je le rejoins entièrement quand il dit les taux de réussite auraient été à peu près les mêmes, mais donc autant attaquer les gros marchés directement versus devoir attaquer un marché français et puis se dire mais comment je vais faire pour aller en Allemagne. Comment je vais faire pour aller en Espagne. Ça, ce sont des problématiques qui n'existent pas ici. Donc, oui, non, je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile de scaler de la manière dont on l'a fait en Europe versus les États-Unis, c'est sûr. Et après, il y a l'enjeu pour toutes les entreprises qui sont VC-backed, donc avec du capital risque au capital, il y a un peu un commitment de la part de l'entrepreneur implicite, voire parfois explicite, qui est quand même qu'à un moment donné, il va falloir offrir une solution de liquidité à vos investisseurs. Et la réalité, on est tous les deux sur le marché de la beauté. La réalité, c'est que le marché du M&A sur la beauté, il nécessite quand même de passer un certain niveau de taille. C'est très Mm. compliqué de revendre une société qui fait 5 ou 6 millions, quand bien même le produit est extraordinaire. Donc après, vous êtes un peu stuck avec un asset qui est entre guillemets invendable parce qu'il n'y a pas d'acquéreur sur ce type d'asset. Et faire une boîte de beauté qui fait 5, 6, 7 millions en France, c'est déjà extraordinaire. Aux États-Unis, vous allez quand même plus facilement atteindre les 50, les 100, les 200 millions. Et là, vous êtes immédiatement dans la fenêtre M&A classique du marché, avec un modèle qui a été éprouvé sur l'une des trois grandes zones, généralement avec un positionnement assez international, parce que il y a une telle diversité aux États-Unis. Pour performer ici, il faut quand même avoir un côté global, je dirais, de manière intrinsèque. Le côté un peu franchouillard, bon, c'est sympa, mais parfois ça ne passe pas la frontière, quoi. Alors que généralement, si vous êtes pertinent aux US, assez facilement, vous allez pouvoir aller au UK, en Australie, éventuellement en Asie, etc. Vous pensez global un peu dès le départ. Donc il y a aussi ces éléments-là aussi. Alors, c'est pas nécessairement important pour tous les entrepreneurs, la notion d'exit, mais si on pense à tous les entrepreneurs qui ont des investisseurs de type capital risque, à un moment donné, c'est une partie de l'équation que de savoir quelle est la stratégie de liquidité. Et si vous êtes franco-français, il y aura peut-être un problème de taille à un moment donné qui va limiter les opportunités de sortie. Mais ça, je pense que Cyril, tu le connais bien. En, Mm. en termes d'acquisition, de marketing et d'acquisition, distribution-acquisition, qu'est-ce que on a dit évidemment qu'il fallait être américain dans le sens où il faut concevoir avec ces stratégies, avec des Américains, pour des Américains, etc. Mais est-ce qu'il y a des différences, Cyril, par exemple, est-ce que dans tes différentes expériences, tu as vu au-delà de cette nécessité d'être totalement américanisé, entre guillemets, dans ces process et tout, est-ce qu'il y a des choses qui permettent de grandir plus vite et d'avoir des stratégies d'acquisition et de croissance différentes de ce qu'elles seraient fondamentalement en Europe ou sur d'autres marchés dans ce que... Ça va dépendre évidemment des verticales. Ce qui frappe le plus, si on devait comparer le marché français ou les marchés européens, qui sont des marchés très différents, à cause de Ouais. langues, de profils culturels très différents, et le marché américain, c'est d'abord la taille. Donc, je dirais que c'est plus quantitatif que qualitatif. Les coûts d'acquisition ou les coûts d'entrée sur le marché américain sont élevés, mais vous avez un effet taille. Donc, si vous avez un produit qui fonctionne bien et votre acquisition fonctionne bien, vous avez accès tout de suite à un marché qui est relativement homogène. Il y a quand même des aspects régionaux, il y a quand même des aspects culturels liés à entre guillemets des groupes communautaires qui sont parfois assez différents. Je pense notamment à la communauté hispanique, alors que je connais assez bien, moi, avec ma casquette Kids Empire, on adresse avec d'ailleurs un marketing assez spécifique en langue espagnole et ainsi de suite, mais vous avez quand même un marché qui est relativement homogène. D'un point de vue qualitatif, alors peut-être que Arnaud et Sergio auront comment dire, une vision différente. Moi, des sociétés ou des marques françaises que j'ai vues se lancer ici et qui ont aussi un pied en Europe,
globalement, les tendances sont assez comparables. C'est-à-dire qu'il y a eu l'émergence des réseaux sociaux depuis les années 2010, pour faire très simple, avec une caisse de résonance qui s'est un peu tarie en termes d'autoroute d'acquisition depuis à peu près 2021 pour des raisons un peu techniques. Je suis pas sûr qu'on a envie de s'étendre là-dessus, mais qui reste quand même par rapport à avant 2010 des autoroutes qui sont hyper efficaces pour avoir un reach, hein, pour adresser un marché extrêmement vaste. À l'inverse, ce qui est assez intéressant, ce qu'on voit aux États-Unis, c'est qu'au moment où les social media ont explosé, eh bien, il y a eu aussi une baisse des coûts d'acquisition et des coûts marketing sur d'autres médias plus traditionnels. Donc, c'est la télé, les billboards, le direct mailing était totalement hors de question pour la plupart de marques qui se lançaient. Aujourd'hui, il y a plein de marques hein, des marques pas très grosses qui reviennent en télé parce que finalement les coûts d'acquisition sont plus bas. Donc il y a un peu les effets, les vases communicants. Moi, ce qui me frappe surtout, c'est pas tellement qualitativement, est-ce que les leviers sont différents, c'est plutôt quantitativement. Quand vous avez un marketing qui fonctionne bien et une machine d'acquisition qui fonctionne bien, vous avez un effet multiplicateur par 6 ou 7, quoi. C'est assez flagrant. Ouais. Pour être un peu concret justement sur ces questions d'acquisition, de marketing, respectivement, Arnaud et Sergio, vous avez beaucoup appuyé vos stratégies sur les réseaux sociaux, par exemple. Arnaud, pour commencer. Oui, bien sûr, nous, on a lancé en 2018, donc on était vraiment sur la période 2018-2021 où les réseaux sociaux étaient une énorme pompe à acquisition très efficace et aussi bien en termes de coût que de scale. Donc ça a été la pompe d'amorçage très clairement, alors sur laquelle on vient ajouter pas vraiment de personnel type télé et tout ça au début parce que c'est pas forcément ce qui est le plus efficace au début. C'est venu un peu plus tard, mais des stratégies influenceurs, communautaires. Parce qu'au final, bon, sur Facebook, on fait du performance marketing, mais on construit pas la marque. Donc, il faut quand même toujours garder en ligne de mire aussi un peu le côté brand equity qui nécessite des investissements pas toujours aussi efficaces en apparence sur le court terme. L'enjeu, c'est on est évalué par des VC qui sont très court-termistes. Et puis, il y a la levée de fonds tous les ans qui fait que voilà, on a un horizon un peu à 12 mois sur tout ce qu'on fait. Il faut, et c'est là où c'est important d'être un peu marketeur dans l'âme, croire dans la brand equity et se dire que c'est malgré tout important de garder 10 à 20% de ses investissements sur des choses qui vont délivrer de la croissance sur un horizon 2 à 5 ans. Ça me semble primordial et aujourd'hui, on en bénéficie. Sergio? Pour nous, pour rentrer dans les détails de ce qu'on fait, l'agence de paid marketing avec qui nous travaillons est en France parce qu'on leur fait énormément confiance. Ils ont une connaissance technique qui est assez importante. Par contre, tout ce qui est partie créative, pour rentrer dans le détail, reste au sein de notre équipe. Parce que c'est nous qui connaissons le marché le mieux, c'est nous qui connaissons notre customer le mieux. Donc ça, pour moi, c'est important. Il faut bien faire la différenciation entre le côté technique de l'acquisition et ensuite le côté créatif, compréhension de marque, compréhension de marché. Donc ça, je voulais juste mentionner ça. Sinon, absolument, oui, quand on lance, bah, je pense que l'objectif premier de tout entrepreneur, c'est de dire, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui va sortir son portefeuille pour acheter mon truc? Et donc là, il faut être ultra efficace et être très direct response. Mais effectivement, au fur et à mesure du temps, c'est vraiment, vraiment important de commencer à construire sa marque. Si jamais je devais regarder, nous, on a commencé en 2019. Je pense qu'on commence à peine à faire ce pivot-là de manière très sérieuse. Et je pense que c'est une erreur. On aurait dû le faire plus tôt. Mais pour toutes des raisons qu'Arnaud a mentionné, alors nous, on n'a pas levé beaucoup de sous, donc on devait vraiment, vraiment faire gaffe avec l'argent. Mais cette notion de brand equity, c'est quelque chose qui est vraiment important et on le perd de vue. Il faut construire une marque quand même. On a vraiment tendance à s'appuyer fort sur quel est mon ROAS, c'est un jour, 7 jours, quel est mon post-click, post-vue. Tout est mesurable, mais en fait, enfin, comment dire, c'est une illusion. À un moment, il faut créer cette marque et faire ces investissements qui sont difficiles à faire à passer de nos jours pour créer la marque. Sinon, pour parler concrètement, oui, on a fait les deux piliers traditionnels qui sont le paid marketing, Google et Meta étant les ogres. On a essayé les plateformes secondaires, et TikTok maintenant. On a essayé les plateformes secondaires, ça a très rarement marché pour nous. Donc, en fait, ces plateformes sont ultra, ultra efficaces pour choper les premiers clients.
et à avoir cette espèce de premier effet de marque. Et ensuite, et pas ensuite, dès le départ, on a énormément bossé avec les influenceurs. Et je pense que c'est comme tout, quand on le fait, on doit le faire bien et à fond. On a bien dû travailler, j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais on a bien dû travailler avec plus de 15 000 influenceuses. Donc on a tout fait ça in-house. Donc c'est vraiment à la mano, une équipe de 10 personnes qui va sur YouTube, sur TikTok et sur Instagram et qui prend les informations à la mano et qui ensuite les contacte. J'ai essayé toutes les plateformes possibles et imaginables. Il n'y en a pas une que j'ai beaucoup aimée. Il n'y a rien qui remplace le travail à la main et vraiment comprendre le marché en profondeur. Donc voilà. Ce qui est important juste, et ça va faire écho à ce que tu dis, Sergio, c'est de variabiliser les coûts d'acquisition au début. C'est-à-dire que sur les premières années, c'est quand même très compliqué. Et c'est pour ça que le brand building est compliqué. C'est pas uniquement la notion de ROI, c'est aussi que généralement les opérations de brand building, que ce soit du TV, billboard, de créer, j'en sais rien, des showrooms, etc. C'est généralement peu variabilisé, c'est-à-dire que vous allez faire un commitment de un demi-million, 1 million, et en gros, vous allez croiser les doigts, quoi. Euh, Alors que le paid social, l'influenceur, tout ça, c'est complètement variabilisé. C'est-à-dire que si ça marche pas, ça coûte rien, ou quasi rien. Et ça s'arrête du jour au lendemain. Donc ça, c'est forcément des tactiques qui, quand tu es entrepreneur et que tu as juste levé 1 million pour tenir 12 mois, bah, tu vas pas jouer ta vie sur signer un Une pub super TV, ouais. Ouais. influenceur ou faire une Ouais. pub télé. Ouais. Donc je pense que c'est aussi la la variabilisation de ces marketing investments sur les années 1 à 3, c'est extrêmement important parce que ça permet d'itérer énormément. Et c'est une fois qu'on connaît bien ses consommateurs, qu'on sait exactement au mot près le message qui doit être délivré, que vous pouvez commencer à faire un pari à 1 million et puis après finir avec un spot du Super Bowl. Mais pour en arriver là, il faut quand même passer par des étapes et c'est là où le paid social est extrêmement intéressant. Moi, chaque semaine, on teste, je sais pas, 200 ads. Donc, vous mettez ça sur 5 ans, il y a une tonne d'insights que vous accumulez qui peuvent vous permettre après de prendre des paris non variabilisés. C'est pour quand le Super Bowl? Ah, Alors, on La est en fameuse télé, question. on est en Ah, télé, on vous n'est êtes pas en encore au télé, oui. Super Bowl. Le Super Bowl, c'est à peu près 10 millions de dollars quand même. Donc là, C'est ça. on est sur c'est encore un investissement supérieur. c'est très haut de funnel, donc faut vraiment être sûr de l'impact que ça va avoir. Ouais. Mais On va parler. je suis Pardon. convaincu que la pub Super Bowl, on n'a pas les moyens de la faire, mais je suis convaincu que c'est devenu un des moyens les plus efficaces d'acquérir des nouveaux clients. Mm. Enfin, c'est vraiment le moment institutionnel américain où tout le monde regarde, tout le monde veut mater la TV, pour les pubs d'ailleurs. Et je pense que c'est devenu extrêmement, extrêmement efficace. Oui, c'est une caisse de résonance qui est extrêmement efficace. Si vous prenez IMSS cette année, je pense que c'est probablement l'un des donc IMSS and Earth qui font de la santé personnalisée. Leur market capitalization suite à leur pub Super Bowl a pris 30 à 40%. C'était l'équivalent de 7 à 8 milliards en 24 heures suite à leur pub au Super Bowl, durant laquelle ils mettaient en avant le fait que les labos pharmaceutiques s'enrichissaient sur le dos des consommateurs, sur tout ce qui est Ozempic, etc., que eux proposent à un prix discount. Et le lendemain, le cours de bourse a pris 30%. Donc, c'est une caisse de résonance qui n'a pas vraiment d'équivalent en France ou en Europe. Et il y a des marques aujourd'hui, mais il faut avoir un message. C'est-à-dire que c'est pas juste dépenser 10 millions. Il faut émerger dans des tunnels de pub, et il y en a une vingtaine sur l'ensemble du Super Bowl. Il faut réussir à émerger au sein de 70-80 annonceurs. Donc, il faut avoir quelque chose à dire qui est un petit peu crispy, quoi. Et travailler en social autour de la pub. Bien sûr, bien Elle-même sûr. devient un objet de communication sur les réseaux. Exactement. On va parler levée de fonds pendant le petit quart d'heure qui nous reste. Je vais commencer par une question de Judith, un peu pour introduire, qui demande tout simplement quel a été votre investissement de départ pour votre startup. Bon, je peux commencer. Moi, c'était Ouais. zéro. Euh, Voilà. et donc, nous avons levé. Nous, c'est un peu particulier parce la boîte a vraiment commencé en partenariat avec Otium. Et donc, c'est Otium qui a mis les premiers sous dans la boîte. Mais nous n'avons pas levé
beaucoup d'argent. Est-ce que je peux mentionner un point culturel qui est spécifique à nous, mais qui, à mon avis, en termes de levée de sous, est frappant entre l'Europe et les États-Unis? Je me rappelle quand on présentait le projet, si on parlait à un investisseur français, la première question qu'il posait est-ce que votre machin c'est légal? Je n'y crois pas du tout. Et quand je l'ai présenté ça à un investisseur américain, c'était ah mais c'est cool. Et puis il trouvait l'idée super. Donc il y avait vraiment, je ne sais pas si c'était spécifique à notre produit, mais il y avait vraiment une différence culturelle par rapport à l'approche d'investissement que j'ai trouvé frappante spécifiquement dans mon exemple. Je ne sais pas si pour toi, vous, Cyril et Arnaud, c'était pareil, mais moi, ça m'a vraiment, vraiment frappé quand on l'a levé. Moi, On la a- trajectoire, on a démarré vraiment au tout début avec à peu près 200 000 euros de fonds personnels qui nous ont permis de payer les premières factures. Donc ça, c'était en décembre 2016. En juin 2017, on a closé notre seed round qui était de 1,8 million, qui était essentiellement constitué, on va dire, de une petite vingtaine de business angels avec des tickets de 20 à 100 000. Et Isaïe, qui a été un des VC qui a co-leadé le round avec Lera Repo, qui était un VC américain, Isaïe étant un VC français. Euh, et on va dire que 4 mois plus tard, on a fait une série A de 5 millions avec Forerunner, qui est un peu le VC, c'est un peu le Otium américain, si je peux me permettre, Cyril, en quelque sorte, donc spécialisé dans le D2C. Donc c'est eux qui avaient fait un peu tous les D2C de l'époque, les Casper, les Glossier, etc. Et après, l'année suivante, 18 millions. L'année suivante, 18 millions. L'année suivante, donc là on est en 2021, 50 millions et depuis on n'a plus levé de fonds. Aujourd'hui on a fait un demi-milliard de chiffre d'affaires et on est rentable. Donc il nous reste pas mal d'argent de la dernière levée de fonds qu'on n'a pas complètement utilisé. Mais en gros la trajectoire pour être assez transparent, puisque dans les articles tout le monde arrivera à le reconsolider, mais c'est à peu près ça. Je rejoins Sergio, moi la levée de fonds de 5 millions avec Forerunner. J'avais toujours pas de visa pour travailler aux États-Unis et j'avais toujours essentiellement un PowerPoint. Alors, il faut savoir que ça, c'était en 2018. Aujourd'hui, ça serait, je pense, impossible. Pas tant par rapport au visa, hein, mais par rapport au D2C. Enfin, ça, aujourd'hui, c'est possible si vous faites un truc dans l'AI, mais probablement pas dans le consumer. Mais il y a un appétit ici, c'est-à-dire qu'investir 5 millions sur un entrepreneur qui n'a même pas techniquement le droit de travailler dans le pays, je pense que ça se passe que aux États-Unis. Ça, c'est clair. Et avec, peut-être pour Cyril, parce que c'est la question qu'on nous pose et qu'on revoit pas mal, l'idée qu'on voit dans beaucoup des commentaires et des questions qui passent. Est-ce que c'est facile, compliqué pour un Français, sous-entendu peut-être plus un business français qui vient de France qu'un Français qui s'implante directement aux États-Unis, mais est-ce que c'est facile ou compliqué de lever de l'argent auprès d'investisseurs américains? Alors déjà, la période n'est pas bonne. Oui. C'est-à-dire qu'il y a eu les années extraordinaires de 2010 à 2021, pour faire simple. Depuis 2021, et pour un certain nombre de raisons, les VC tech de la Silicon Valley notamment, et aussi de New York, qui s'étaient intéressés aux consumers, se sont plus intéressés aux consumers. Donc ça, déjà, ça appauvrit beaucoup le marché, même s'il reste des fonds. Forerunner, il reste là. TPG, sur un peu plus late stage, il reste là. Il y a quand même des fonds consumer qui sont très présents. Primary, qui a aussi beaucoup renforcé son consumer. Donc, il y a beaucoup de fonds consumer qui sont là, mais il y a les fonds tech qui s'étaient intéressés aux consumer parce qu'il y avait les autoroutes d'acquisition du social media et les perspectives de croissance qui ressemblaient un peu à les trajectoires tech, sont sortis du lot. Donc, c'est vrai que c'est plus compliqué aujourd'hui de lever. 2024 a été une très mauvaise année en termes de levée consumer et 2025 est 30% en dessous sur les 2 premiers mois de l'année par rapport à 2024 en termes de levée de fonds consumer. Donc, c'est compliqué. Une fois qu'on s'est dit ça, tout est possible avec toute la volonté du monde et une équipe qui est engagée et un produit qui est largement supérieur à la moyenne. Je pense qu'il y a vraiment toujours une manière de faire les choses. Moi, en tant qu'investisseur, mon premier gros conseil, c'est si tu n'es pas obligé de lever, tu lèves pas. Alors ça, c'est facile, hein, parce que après, tu as quand même des coûts d'acquisition, des factures à payer et des gens à recruter.
Mais disons qu'il n'y a pas une fatalité nécessairement à énormément lever de fonds. Ce qu'il faut, en revanche, c'est être très préparé au moment où on va voir des VC. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué de devenir pré-projet, pré-seed sur un projet consumer. Il faut quand même venir avec une marque qui existe déjà, une commercialisation et voilà et des métriques en termes de, on montre des cohortes, on montre le taux de repeat, on montre le comportement de ses clients, on montre le coût d'acquisition, on regarde, on a déjà peut-être un peu aussi éventuellement, si c'est possible ou si ça a du sens, tester d'autres canaux de distribution. Voilà. Et là, on va voir le VC. C'est vrai qu'il y a 5 ou 10 ans, on allait voir des VC consumers avec un PowerPoint et une super idée. C'est terminé. Donc, c'est surtout ça, je pense qu'il faut avoir en tête. C'est il faut américaniser sa marque et son discours, et il faut venir avec de la data, des credentials, des choses à montrer. Au-delà de l'idée du produit qui peuvent être hyper intéressants, il faut venir vraiment plus tard dans la boucle. Et évidemment, il faut être smart sur la manière dont on construit son plan cash et sa levée de fonds. Moi, je le dis toujours, mais la mecque, c'est quand même de lever le minimum pour pouvoir être le moins dilué possible en tant que founder et être le plus efficace possible. Une fois qu'on s'est dit ça, c'est évident que si vous voulez aller très vite ou si vous voulez explorer des canaux de vente, par exemple du type le retail en propre, des boutiques en propre, tout ça, ça consomme du capital. Donc ce que je dis là, c'est à prendre avec des pincettes, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut être prudent faut pas lever plus que ce dont on a besoin. Une question de FX qui dit, qui d'abord vous félicite pour la présentation. Donc je transmets et qui parle de levée de fonds. Est-ce que c'est plus facile aux US ou en Europe pour se lancer aux États-Unis? Et c'est une question assez intéressante parce que c'est vrai que je me souviens, il y a 10 ans, quand on faisait ce type de webinaire, une des raisons de venir aux États-Unis, c'était aussi parce que voilà, on pouvait Mm. lever des fonds, il fallait être aux États-Unis pour lever des fonds américains. Bon, tout ça a un peu changé parce que les flux sont un peu plus, enfin, été, je ne sais pas si ça va changer, mais un peu plus transatlantiques, disons. Et là, vous avez tous les deux exemples où Sergio a commencé avec le soutien d'un fonds français. Arnaud a eu, au moins au départ, dans ses business angels, un fonds français. Est-ce que c'est un modèle maintenant qu'on peut aussi développer? Pas du tout, Arnaud. Moi, j'ai un avis assez. Alors, Isaïe est une exception. L'essentiel de notre cap table est américaine. On a eu un fonds français qui s'appelle Cadri qui est arrivé en fin 2022, mais il y a un énorme plus à aller avec un Forerunner, l'erreur Repo, etc. C'est que il vous amène beaucoup plus que de l'argent. Et ça nous a aidé énormément. Il vous amène du talent, il vous amène la toolbox. C'est-à-dire que nous, quand on a lancé, on connaissait pas très bien l'écosystème new-yorkais des startups du consumer. Ils nous ont dit, pour ton design, tu vas avoir telle personne, PR, tu vas avoir telle personne. Et en fait, on a gagné énormément de temps sur des talents. En fait, ils rotate des talents dans leur portfolio. C'est-à-dire qu'il y a une boîte qui sort, ils vont te dire, bah, va chercher le VP marketing de telle boîte, ils viennent de vendre, tu le récupères, machin. Donc, il y a un support opérationnel d'une sorte de plateforme VC ici, que franchement, à terme sheet équivalente, moi, j'hésiterai pas une seconde. Alors, désolé, ça va pas faire la pub de Thiam, mais il y a vraiment un énorme plus quand même à aller chercher avec des fonds américains. Moi, j'ai aussi perdu beaucoup de temps en France à essayer de lever à l'époque, au tout début où j'étais encore en France, parce qu'on était en train d'établir la R&D, on savait qu'on allait partir aux États-Unis, et les premières portes auxquelles j'ai tapé, c'était les VC français, parce que j'étais sur place, etc. Et tous me recevaient parce que projet à ambition américaine, ça fait rêver tout le monde. Mais en fait, on tournait en rond. À l'époque, le D2C en France n'était pas du tout mature. Et le nombre de rendez-vous qui ont servi à rien, où on nous posait des questions qui n'avaient pas de sens. Donc, honnêtement, le VC français à l'époque, j'en garde pas un bon souvenir. En revanche, ça a été life-changing quand on est arrivé à New York. C'est-à-dire qu'en 30 minutes, on arrivait à lever des fonds. Et non seulement on avait de l'argent, mais on avait un support opérationnel par des gens très talentueux. Mm. Moi, Sergio? j'ai eu un parcours un petit peu différent, dans le sens où j'ai eu un mentor en personnel qui m'a appris le métier. Et ça m'a, un peu comme toi, Arnaud, mais via une autre source, ça m'a fait gagner un temps fou, juste de compréhension de, OK, voilà les trois trucs sur lesquels tu vas te concentrer pour le DTC. Le reste, c'est du fluff. Voilà ce que tu vas faire. Donc ça m'a fait gagner un temps fou.
via d'autres sources. Une fois que j'ai eu cette connaissance, la levée, le projet a commencé en partenariat avec Otium. Et puis pour compléter le tour, je me suis fié à mon réseau. Et j'ai un réseau américain, mais j'ai eu la chance également d'avoir été soutenu par un réseau européen, francophone. Donc ça m'a aidé de ce côté-là. Ce qui est certain, c'est que je pense que Otium est une exception en termes de faire confiance. Parce qu'in fine, enfin, l'histoire est un peu rocambolesque avec Otium. On s'était même pas rencontré avec Pierre-Edouard, etc. à l'époque. Donc, je pense que ce sont des exceptions. Arnaud, à mon avis, j'ai pas eu l'aventure comme toi où j'ai parlé à beaucoup d'investisseurs français, mais je peux tout à fait concevoir que ça fait un peu rêver, mais ça tourne en rond et ça n'avance pas. Donc, c'est plus l'exception. Ici, il y a une profondeur de marché et une maturité du marché du financement qui est inégalée. Mais absolument inégalée, que ce soit sur le consumer, sur la tech, etc. C'est juste un marché qui est plus avancé, qui est plus grand et qui comprend mieux les enjeux. Effectivement, le DTC en France n'était pas encore mature. Et ici, les gens comprenaient exactement ce qu'il fallait faire. Et Bien sûr. donc, ils comprenaient les idées. Donc, on avait tout de suite des conversations beaucoup plus avancées. Je reprends mon exemple je sais pas si c'est la bonne comparaison, mais est-ce que c'est légal votre truc versus c'est super, ben évidemment qu'on le fait. Vous avez vérifié avec un avocat? Ok, parfait, on y va. Donc les conversations étaient complètement différentes. Donc oui, j'encourage tout le monde, si jamais c'est possible, parce que c'est pas toujours possible, mais avoir accès au marché américain de financement, ouais, c'est pas pareil. La parole est à la défense. Non, alors, Cyril. pour compléter pour compléter ce qui a été dit, un point important quand même, c'est que il faut pas penser quand on est founder d'une marque consumer en France et qu'on s'intéresse au marché américain, faut pas penser que ça va intéresser les VC américains d'emblée. Hein. Il faut quand même que ça, enfin, les VC américains sont ils sont un peu en silo et ils ne considèrent souvent que ce qui a marché aux États-Unis et ils savent aussi le nombre d'échecs historiques de marques européennes ou françaises qui se sont lancées aux États-Unis qui n'ont pas marché. Donc, en fait, faut pas se dire, j'ai lancé ma marque en France, comme je veux venir aux US, je vais contacter des VC américains. Ça marchera pas. Il faut venir aux États-Unis, s'implanter, faire l'effort, essayer pour le coup d'être soutenu d'un point de vue capitalistique par les gens qui sont sur la cap table, potentiellement en Europe d'abord, et ensuite prouver qu'on a une success story, qu'on a un track. Et même d'ailleurs, c'est intéressant parce que même sur le plus late stage, série B, série C, et ainsi de suite, moi, j'observe beaucoup de fonds américains qui ont une règle absolue qui est il faut que 50% du business soit aux US. Si c'est pas 50% du business qui est aux US, on n'est pas intéressé, on n'est pas intéressé à investir dans un business qui regarde trop l'Europe. Et c'est vrai que pour revenir sur ce que disaient Arnaud et Sergio, alors nous on travaille dessus aussi, hein, côté Otium évidemment, mais je pense que il faut regarder. Alors c'est un problème de riches. Il faut d'abord essayer de lever des fonds. Mais si on a le choix entre différents investisseurs, je suis 100% d'accord. Ce qu'apporte le fonds, c'est pas que de l'argent, c'est une plateforme, c'est des gens qui vont vous aider à faire des bons recrutements, qui vont vous aider à gagner un temps fou. Moi, quand j'ai lancé le palais d'été ici, j'ai bossé avec des prestataires qui étaient catastrophiques parce que personne m'avait dit que c'était catastrophique. Donc il y a vraiment aussi cette autoroute des avis, des bonnes recommandations, des bonnes agences, des bonnes personnes à aller poacher à droite à gauche. Trouver des gens qui sont bons en marketing, c'est une énorme galère. Vous avez Ah, c'est 60% ultra de gens dur. qui sont, voilà, 60% de gens qui sont nuls, 20% de gens qui sont corrects et 20% qui sont dingues. Il faut trouver les dingues, vous gagnez un temps de fou. Et même si vous les payez 2 fois plus, vous gagnez un temps de fou. Ça, typiquement, les fonds, vos investisseurs, si vous avez le choix, il faut les challenger là-dessus. Qu'est-ce que vous allez m'apporter? Comment on va se structurer au quotidien? Un investisseur, c'est ce que j'essaie de faire au quotidien, ne doit pas être uniquement là pour distribuer des baffes au board meeting tous les 3 mois. Il doit être en support du fondateur et essayer d'aider au maximum. Je Rapidement, pense que tu juste es pour... généreux. Avec ton Vas-y. 60%, je pense que tu es généreux, c'est plus que ça. C'est Ouais, vraiment, probablement. c'est vraiment dur. Hein. Juste pour finir rapidement, une question de Judith à propos d'encadrement, enfin d'aide et justement, est-ce qu'il y a des incubateurs à start-up aux États-Unis qui sont accessibles aux Français? Oui, tous les incubateurs, a priori. Oui, il y a des VC et des incubateurs, Ouais, effectivement. Je pense ouais. dans notre secteur, il y a Odile Roujol qui crée quelque chose qui est intéressant sur la côte ouest, qui s'appelle Fab de mémoire, Mhm. qui incube plus d'une dizaine de boîtes dans la beauté, qui est française, qui a des entrepreneurs français et américains, qui est très connectée sur la côte ouest depuis plus de 10 ans.
Donc on trouve, moi c'est Paul Strikeman qui a présenté Isaïe à l'époque à New York, qui m'a mis le pied à l'étrier, qui est aussi franco-américain à New York. Donc en fait, c'est vrai que c'est pas facile d'aller, et ça peut être intimidant d'aller frapper à la porte d'un VC purement américain quand on est français. Il faut savoir qu'il y a des Français aujourd'hui qui ont un peu pénétré l'écosystème, qui peuvent être des très bons relais, et il peut y avoir une sorte d'avantage à ce moment-là à être français et de solidarité. Donc ça, il faut pas hésiter à jouer cette carte-là. Ça peut aider, ouais. Très bien. Bah, je crois que Sergio nous a envoyé le message que c'était l'heure d'arrêter. Ouais. Il est parti. Il avait, je crois, une obligation très à exactement cette heure. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir Merci. partagé votre expérience. Merci à tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver en replay ce webinaire qui sera posté sur French Morning. Et qui vous sera aussi envoyé par email. Le lien vous sera envoyé par email si vous vous êtes inscrit à ce webinaire. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et n'oubliez pas le webinaire de la semaine prochaine. On parlera là aussi de réussite aux États-Unis, mais plutôt pour de la tech. Avec des expériences, vous allez voir aussi, extrêmement intéressantes et qui vont nous permettre d'en apprendre beaucoup. Merci à tous et à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt. Merci. Merci.